Le temps qu'il se réveille, Katik lui avait fait une injection de morphine, et la douleur, d'abord fulgurante et intense, n'était plus désormais que handicapante. Mais lorsque Kanik voulut le porter, elle redevint immédiatement insoutenable. « C'est bon !» dit Kanik. Il le redéposa et s'adossa, alluma précautionneusement une cigarette avec la bougie. Il la porta à sa bouche, et Orcaille observa sa braise virer orange, rougeoyer doucement, puis passer au gris. Il s'aperçut que Kanik avait le visage couvert d'hématomes, le nez cassé. Il se demanda s'il avait fait ça. Il espérait bien. « On va patienter alors, » ajouta-t-il. « Si jamais vous me refaites un coup pareil, » fit Orcaille, « je vous tue !»« On en reparle dans 1 heure. » Et en effet, 1 heure plus tard, la douleur avait suffisamment diminué pour que Kanik puisse le soulever et le porter dans ses bras, et que Orcaille se contente de faire la grimace. Son dos, se rendit-il compte en tâtant la plaie au niveau de ses reins, avait déjà commencé à guérir. Une sorte de substance douce et spongieuse se solidifiait, s'affermissait de seconde en seconde. « Sur les épaules » demanda Kanik. « Pas encore » lui répondit Katik. « Il n'est pas prêt. » Les 2 mules enfilèrent alors leur combinaison, et chacune passa soigneusement en revue les jointures de l'autre. Quand elles furent satisfaites, Kanik s'abaissa pour soulever Orcaille. Ils reprirent la route, Orcaille lové dans les bras de ce dernier. Ils déverrouillèrent la porte métallique et entamèrent l'ascension d'un escalier tournant. Chaque pas les lançait un peu, un battement légèrement douloureux dans le moignon de sa colonne vertébrale sectionnée. Ils rencontrèrent une nouvelle porte de métal que Katik ouvrit. Kanik se faufila avec Orcaille. Il se trouvait au rez-de-chaussée de l'hôpital dans une pièce sombre et poussiéreuse. Les portes et les fenêtres étaient couvertes de plaques de tôle, à l'exception d'une ouverture dont la plaque était froissée et à moitié arrachée. Ils se frayèrent un passage au travers. Une fois dehors, il put apercevoir le sillon de sang qu'ils avaient laissé en le traînant au sol. Orcaille s'étira pour regarder par-dessus l'épaule de Kanik. La carcasse du renégat avait été clouée au coude et aux genoux sur la façade de l'hôpital. Ses avant-bras et le bas de ses jambes avaient été amputés et placés en croix de chaque côté de la plaque de tôle à travers laquelle il venait de se frayer une sortie, en guise d'avertissement. La tête manquait. Ce qui restait de son torse était couvert d'une couche de poussière si épaisse qu'il eut du mal à y reconnaître un tronc humain. « Était-ce bien nécessaire ?» demanda Orcaille. Katik haussa les épaules. « Ça aurait pu l'être. Ça aurait pu être pire, » ajouta Kanik. « Si vous étiez resté inconscient plus longtemps, il nous aurait sans doute fallu le manger. » Ils se déplacèrent en silence. Les ruines d'habitation, celles qui tenaient encore debout, peu ou prou, étaient maintenant plus grandes que les maisons qu'ils avaient passées précédemment, du moins lui sembla-t-il. Principalement en briques, mais pas exclusivement. La route elle-même se poursuivait en ligne droite, grimpait très légèrement à mesure que les montagnes se rapprochaient. Ils se dirigeaient apparemment vers un ravin creusé en leur milieu. Ils croisèrent un poteau métallique encore érigé, un large signe rectangulaire à son faîte. Une de ses faces était effacée, mais l'autre demeurait, par un étrange caprice de la nature, plus ou moins intacte. Il dut plisser les yeux pour discerner ce qui restait des lettres. Erling D. Et plus bas, en caractères plus petits, OOE. « Où est sa tête ?» demanda finalement Orcaille. Derrière lui, Katik tapota son sac. « On ne sait jamais quand on va avoir besoin d'une bonne tête, » affirma-t-il. Ils contournèrent un bus scolaire qui avait été renversé et brûlé. La route devint brièvement disloquée, et ils durent se faire un chemin avec précaution. Le soleil était haut dans le ciel, presque au-dessus de leur tête. La route était ici flanquée des 2 côtés par un long mur, en grande partie démoli, mais dont le spectre survivait. Les mules traçaient implacablement leur route, sans un mot. Un supermarché à moitié effondré, assorti d'une enseigne affichant ERTS.
des eaux éparpillées alentour, et des nappes de poussière dissimulant sans doute davantage. Encore des parkings, d'autres grandes surfaces et centres commerciaux. Les vestiges du commerce. Un édifice indéterminé s'imposa bizarrement à son esprit, comme ayant été un café. Était-ce un souvenir? Encore des murs en ruine, les montagnes maintenant plus proches. La route tournait légèrement, se dirigeait vers l'embouchure du canyon à quelques kilomètres de distance. Les mules étaient nerveuses. « Je vais vous porter sur mes épaules maintenant, » lui dit Kanik. « pour libérer mes mains, d'accord ?» D'accord. Et sans plus de mots, Kanik le souleva et le jeta sur ses épaules. Une douleur lui parcourut brièvement les reins, mais se dissipa bientôt. Sa colonne vertébrale ne les lançait plus à chaque pas. Il passa sa main sur la plaie, eut du mal à la trouver. « Que suis-je au juste ?» se demanda-t-il. Un bus urbain s'était encastré il y a quelques décennies de cela dans un immeuble bas au bord de la route. Celle-ci se prolongeait sur une trajectoire légèrement courbée, puis elle grimpait soudain, virait dans le sens opposé en contournant une colline. Des maisons plus rares, plus espacées, plus rurales, tandis que l'autoroute s'amincissait en une modeste chaussée à 2 voies. Une ancienne clôture de bois, étrangement en meilleur état que ne l'étaient les murs de pierre. La route zigzaguait à présent, serpentait lentement entre d'anciens massifs d'arbres dont on ne voyait plus que les souches. Une étroite voie flanquée d'un panneau dont il ne restait plus que le métal nu, mais sur lequel on avait inscrit un nom, assez récemment, à la peinture noire. La poussière qui le couvrait le rendait illisible. Katik se détacha de leur convoi et se hâta vers la pancarte. La dépoussiéra avec son gant. « Glacier LN », lisait-on en lettres épaisses et maladroites. « La première lettre est un G, » fit Katik. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Kanik. Sur quoi Orcaille lut l'inscription à voix haute. « On se rapproche !» affirma Kanik par en dessous. Ils poursuivirent leur chemin, et Katik les rejoignit. Une centaine de mètres plus loin, sur le côté opposé de la route, une nouvelle voie étroite se détachait. Il n'y avait aucun panneau, mais on avait érigé une poutre en bois sur laquelle était clouée une pancarte. Old Wasatch Boulevard, était-il écrit, avec une faute d'orthographe sur le dernier mot. « Qui en est l'auteur » demanda Orcaille en désignant l'écriteau. « Ceux à qui on va rendre visite, » lui répondit Katik. « Ils reprennent possession des lieux. » « Pourquoi ?» À ses côtés, Katik haussa les épaules. Ils continuèrent leur route, parmi des maisons qui se faisaient de plus en plus rares. Ils étaient bien engagés dans les contreforts. Toutes les routes qu'ils croisaient à présent étaient soigneusement signalisées. Et des réparations superficielles avaient de même été entreprises, les décombres les plus gros dégagés. Les fissures les plus larges remblayaient avec de la terre et des pierres. 1 kilomètre ou 2 plus loin et les maisons disparurent tout à fait, tandis que la route longeait le flanc d'une colline, s'affaissant sur son bord d'aval. Ils arrivaient maintenant à des endroits où la route était réduite à néant, complètement éboulée. Il leur fallut tantôt crapahuter dans la poussière de la colline pour rejoindre la route, tantôt contourner l'obstacle par le bas. Et pourtant, ici aussi persistaient les traces d'une activité humaine, les menus indices d'une présence de chair et d'eau. Une ancienne aire de repos, ses balustrades de métal encore érigées, le bâtiment lui-même arraché de ses fondations et répandu sur le parking. Une série inopinée de poteaux téléphoniques, la majorité brisés en leur milieu, sauf une poignée relativement épargnée. Puis encore quelques maisons, celles-ci presque inconfortablement imposantes, à en juger du moins par la quantité de leurs débris. Peut-être des immeubles plutôt que des maisons individuelles, fallait-il croire. Un panneau triangulaire, avec la silhouette d'un animal, un cerf sans doute, badigeonné dessus. L'extrémité ondulée d'un ancien tuyau de drainage, désormais empli d'un épais liquide noirâtre. Les montagnes à présent suffisamment proches pour que se distinguent brèches et fissures sur la paroi rocheuse. « Depuis quand marche-t-on ? Combien de temps s'est écoulé ?» Il leva les yeux.
et aperçut le soleil bien loin derrière eux, pleinement engagé dans sa descente. Le chemin s'arrêtait à l'intersection d'une autre route, aboutissant à une paire de panneaux en métal. Sur l'un d'eux, on avait peint au goudron une flèche pointant à gauche, ainsi que les mots « S. Sasquatch Bull ». Sur l'autre, une flèche pointant à droite, et l'inscription « LL Cotound CNY ». Les deux mules se consultèrent, leurs visières étroitement rapprochées, gesticulèrent un moment, et prirent finalement à droite. Il y avait un parking encore occupé par une série de voitures défoncées, puis plus rien. Sinon les montagnes qui s'affalaient presque jusqu'à la route, des fragments d'arbres morts, une autre voie ravagée et bordée de gravats. Après environ 200 mètres, ils tombèrent sur un fil de fer tendu à hauteur de taille au travers de la route. Les mules, en l'apercevant, ralentirent, puis firent halte. « Qu'est-ce qu'on a là, à votre avis » demanda Orcaille. « Un fil de fer » dit simplement Katik. « Non, à quoi sert-il » rétorqua Orcaille. Katik se contenta de hausser les épaules. Ils se rapprochèrent. Le fil de fer, visiblement, avait été récemment installé. Il avait été fraîchement graissé et était très fin. Une légère lueur ambrée en émanait. « Peut-être un déclencheur » fit Kanik. « Un fil piège » Pour déclencher quoi demanda Orcaille. Et qui serait assez bête pour le déclencher ? Je ne sais pas, lui répondit Kanik. De jour, personne ne le déclencherait, mais de nuit... Ils le longèrent jusqu'au bord de la route, en faisant attention à ne pas le toucher, découvrirent qu'il avait été attaché à un poteau métallique enfoncé dans le sol. Ils le suivirent dans la direction opposée. De ce côté, le fil disparaissait derrière le couvercle d'une boîte en métal, dont la surface était recouverte de panneaux solaires. Ils firent le tour de la boîte, passèrent de l'autre côté du fil de fer. Il semblait inutile d'y prêter attention plus longtemps. Ils avaient contourné le fil piège, et celui-ci n'existait donc plus. Mais les mules s'attardaient, examinaient l'autre bord du fil de fer, le frôlaient presque. Orcaille tapota la capuche de Kanik. « Allez !» fit-il, « on y va !» Mais Kanik secoua la tête. « On doit le déclencher. Il faut qu'on sache ce que ça fait. » « Voilà une idée stupide, » dit Orcaille. « Ça fait partie de notre raison d'être, » lui répondit Katik. « C'est notre travail. » Des ruches, pensa Orcaille, étendu sur le sol une dizaine de mètres plus loin, observant les mules accroupies près du fil de fer qui farfouillaient dans leurs sacs. Des mules, des charges, des raisons d'être. Tout ça n'avait pas vraiment de sens. Des points de vue différents, des régimes de connaissances différents censés s'opposer et entrer en compétition, mais qui avaient été, au lieu de cela, manipulés par Rasmus, dans le but de promouvoir un esprit de communauté, un sens du devoir. Est-ce que ça s'arrêtait avec Rasmus, ou existait-il une ramification plus étendue ? Rasmus était-il un manipulateur, ou était-il lui aussi pris au piège ? Et voilà où ça l'avait amené, à moitié paralysé, allongé sur la route au milieu d'un canyon, terrifié à l'idée qu'un piège ne tue ses mules, et le laisse isolé et sans ressources. Ayant refermé leurs sacs, ils les balancèrent derrière eux en direction de Orcaille. Ils discutaient tout près l'un de l'autre. L'un faisait de grands gestes frénétiques, et le second se tenait immobile, les bras croisés. Ils étaient trop loin pour que Orcaille entende ce qu'ils se disent. Puis celui qui gesticulait s'éloigna de la route d'un pas raide. Un instant plus tard, il était de retour, portant une large plaque de schiste, grosse comme la poitrine de Orcaille. Les deux mules reculèrent de quelques pas. Puis celle qui portait le rocher le souleva au-dessus de sa tête et le projeta. Celui-ci frappa le fil et le brisa aussitôt, faisant voltiger ses bouts sectionnés. Orcaille, qui se préparait à une détonation, ferma les yeux, mais aucune explosion ne survint. À la place, une voix retentit. « Bienvenue !» fit la voix. « Bienvenue, mes frères ! Si vous êtes arrivés jusqu'ici, peut-être est-ce un signe que les conditions se sont suffisamment améliorées pour permettre désormais la survie de l'espèce humaine. Nous nous réjouissons de votre survie. Mais votre propre survie n'est qu'une première étape. Nous vous attendions.
attendions de vous recevoir pour vous indiquer ce que vous pouvez maintenant faire, afin de venir au secours de votre espèce. Mais tout d'abord, un mot sur nous. Nous sommes là pour vous protéger. Nous vous aimons comme Dieu vous aime, et nous nous battrons pour votre survie. Dieu nous a élus afin de veiller sur vous, et de vous guider dans vos efforts pour refonder la civilisation. Nous vous avons longtemps attendu. Le message se Et poursuivait, vous mais aussi, une des mules s'était déjà précipitée vers Orcaille, le souleva du sol et le cala sur ses épaules. Ils suivirent la route, encore plus rapidement qu'auparavant. La voix s'évanouit vite derrière eux. « Qu'y a-t-il » demanda Orcaille. « C'est une embûche !» lui répondit Katik en dessous de lui. « On n'aurait pas dit une embûche » rétorqua Orcaille. « Ça ressemblait plutôt à un message. » « Les pièges n'en ont jamais l'air !» fit Katik. « Ils disent vouloir nous aider !» « Non !» fit Kanik. « Katik a raison, c'est une embûche. Ce ne sont pas nos alliés. »« Comment le savez-vous » On le sait. » lui répondit Kanik. « De plus, le message ne nous était pas adressé. » ajouta Katik. « Il n'est pas censé être entendu avant des années de cela. C'est un message pour ceux qui viendront après nous. » « Mais alors, est-ce un message ou un piège » demanda Orcaille. « Ça ne peut pas être les deux. Qui vous a dit que c'était un piège » Qu'importe qui nous l'a dit. répondit Katik. Et Orcaille songea. Rasmus. Mais si c'est une embûche, on ne devrait pas faire demi-tour On ne peut pas faire marche arrière. répondit Kanik. C'est notre raison d'être. Donc on sait que c'est un piège et on marche dans la gueule du loup. Oui, Fit Katik. mais on a un atout. Quel atout peut-on bien avoir? Vous valez mieux qu'un piège. C'est absurde, pensa-t-il. Il entendait encore la voix résonner dans ses oreilles. bienvenue. Bienvenue, mes frères. Soit c'était un piège, soit ça n'en était pas un. Dans les deux cas, il ne pouvait s'empêcher de penser que les mules se trompaient sur toute la longueur. Ils poursuivirent leur marche. Plus aucune maison, juste les souches brisées, blanches et érodées d'arbres morts. Il y avait moins de poussière ici, peut-être du fait de l'altitude, ou parce que le canyon les protégeait. Wasatch National Forest, lisait-on sur un panneau élimé. En s'approchant, il apparaissait que le corps des lettres avait été retouché, rempli de manière à les rendre de nouveau visibles. Les vestiges d'une autre route les accompagnaient au-dessus d'eux, légèrement plus haut sur la pente. Celle-ci s'éloignait dans un virage pour se rapprocher de nouveau. Le murmure, pas trop éloigné d'une rivière. « S'il pouvait en voir l'eau, se demanda-t-il, serait-elle du même rouge sang que le ruisseau qu'il avait croisé plus tôt ?» Sur un côté, à une dizaine de mètres de la route, deux piles de bois soigneusement coupées, des troncs élagués et blanchis, qui commençaient à se fissurer, à s'ouvrir et à se fendiller. Puis soudainement, ils passèrent un coude de la route, et Kanik et Katik s'immobilisèrent. Orcaille inspecta les alentours pour comprendre pourquoi, mais ne distingua rien. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Que voyez-vous » « C'est magnifique » fit Kanik. Et Katik renchérit. « Oui, ça l'est vraiment. » Ils restèrent figés sur place. Orcaille ne pouvait rien voir d'autre que la même route décrépite, les mêmes arbres brisés. Bientôt, Kanik et Katik s'étaient remis en marche, moins vite cette fois-ci, en déviant vers le bord de la route. C'est alors qu'il les vit, juste derrière le goudron de la route et le gravier de la bande d'arrêt, dans la terre. 4 petites plantes rachitiques de 10 cm de haut. Elles étaient torves et rabougries, leurs feuilles pâles et translucides, mais elles étaient en vie. Les premières plantes vivantes que Orcaille voyait depuis qu'ils étaient sortis. De plus près, il apparaissait clairement que non seulement les plantes étaient en vie, mais que quelqu'un les avait mises en terre. Elles étaient disposées en ligne droite, malgré la courbure de la route, et espacées également à 20 cm d'intervalle. Katik se mit sur ses genoux et les observa de plus près, les toucha délicatement, les fixa un long moment. Puis il se releva et Kanik souleva Orcaille de ses épaules, le porta assez près du sol pour lui permettre de discerner les veinures des feuilles.
la fine couche de fibres ressemblant à un duvet sur la tige. Elles avaient été récemment arrosées. La terre alentour était encore humide. « De quel type de plante s'agit-il » se demanda-t-il inopinément, pour se rendre compte aussitôt que cela n'avait pas d'importance, devant le fait qu'elles étaient en vie, qu'elles pouvaient survivre dehors, et que, puisqu'elles pouvaient vivre, sans doute d'autres survivraient bientôt. Puis il fut passé sur les épaules de Katik, tandis que Canix abaissait à son tour pour y jeter un œil. Il approcha son visage très près, les effleura presque avec sa visière. Il se tourna vers Orcaille. « Comment sentent-elles » demanda-t-il. Orcaille secoua la tête. « Je ne crois pas qu'elles sentent quoi que ce soit. En tout cas, je n'ai rien senti. » Canix le toisa un long moment, puis se tourna de nouveau vers les plantes. Il resta campé là, à genoux, l'œil fixe. Finalement, Canix se releva et rassembla les sacs que Katik avait lâchés à terre. Sous Orcaille, Katik toussait, en mettant inutilement sa main devant sa visière comme pour se couvrir la bouche. Canix souriait. « Voilà qui récompense nos efforts, dit-il à Orcaille. de voir ça, de savoir que ça existe. Je peux maintenant mourir en paix. »